Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir pour ce webinar Legals avec un invité et un partenaire qui est Sovalue, avec Ilan, qui est le cofondateur et CEO de Sovalue. Salut Ilan, ça va? Salut, salut Florent, super. Merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de discuter de plein de super sujets ce matin. Eh ben, exactement, plein de super sujets sur la thématique des BSPCE, sujet du partage du capital, parce que l'actualité est assez dense, hein. Il y a eu le projet de loi de finances qui prévoit quand même pas mal de nouveautés, pas pour le mieux, pour vous teaser un peu sur cette partie. On va en discuter évidemment en détail. Mais c'est aussi l'occasion de parler du rapport que vous avez sorti chez Sovalue avec l'équipe, Ilan, notamment sur l'impact des liquidations préférentielles. Donc, on va y revenir également en détail sur cette partie parce que ce webinar, pour information, donc, sera un peu technique par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de faire côté Silégage, notamment pour expliquer voilà, comment fonctionnent les BSPCE, que ce soit les conditions de vesting, que ce soit aussi pourquoi les BSPCE en termes de mécanique d'intéressement au capital des salariés plutôt que d'autres mécaniques, comme les attributions gratuites d'actions, les stock options. On va peut-être y revenir également sur ces éléments dans le contexte et de manière un peu générale. Mais on va rentrer dans un niveau de technicité sur l'application des décotes, sur les liquidations préférentielles, sur l'aspect fiscal, évidemment, et notamment sur le traitement du nouveau régime qui a vocation à être appliqué après la loi de finances qui a été votée avec le 49.3 du gouvernement. Si vous voulez vous présenter, évidemment, et on se dit bonjour dans le chat. Donc, hello tout le monde, comme tu viens de dire aussi, hello à tous. Ilan, n'hésitez pas à vous présenter si vous êtes peut-être avocat, vous êtes entrepreneur ou CFO, RH. De toute façon, l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir parler, profiter aussi de la venue de d'Ilan et de notre intervention à nous pour balayer ces questions, essayer de détricoter un petit peu ces aspects techniques et d'avoir une compréhension globale et de repartir quand même avec des éléments pertinents et pouvoir s'orienter justement sur comment mettre en place un plan de BSPCE, éviter des erreurs potentiellement, mais au moins avoir des éléments concrets qui vous permettent de mettre en place une politique de partage du capital, notamment via ces BSPCE avec une bonne compréhension de l'outil, bonne compréhension des différentes mécaniques qui peuvent aussi permettre de maximiser l'utilisation de cet outil et évidemment de pouvoir derrière expliquer de manière assez claire à vos salariés, aux bénéficiaires, comment ça fonctionne. Voilà, pêle-mêle, ce que je pouvais dire pour cette introduction, mais sans transition, je te laisse aussi te présenter en deux mots, Ilan, et je te laisse le micro. Ouais, merci Florent. Donc en deux mots, Ilan, j'ai créé la société Sovalue. Je suis le CEO de Sovalue. On est une société qui est spécialisée dans la valorisation des boîtes technologiques. On valorise les entreprises elles-mêmes, mais on s'est spécialisé beaucoup plus en fait dans la valorisation des options, tout ce qui est BSPCE, les AGA, les BSA, etc. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et c'est effectivement des sujets complexes et on a assez vite compris que pour nous, c'était important d'apporter cette brique différenciante par rapport aux acteurs du marché parce qu'effectivement, les sociétés technologiques sont très difficiles de valoriser parce elles sont pas profitables, elles ont des ratios financiers qui sont un peu particuliers. Donc, on a créé ce lieu pour justement répondre un peu à tous ces enjeux. Une boutique de valorisation des options pour des boîtes tech et à croissance, mais pas que, comme tu l'as dit, hein. Donc, c'est forcément quand on valorise des options, donc comme les BSPCE qui sont des bons, hein, qui donnent le droit d'acheter des actions, il y a un prix d'exercice, mais ça implique également d'avoir une valorisation de référence de la société qui est souvent fixée à l'occasion d'un tour de financement ou peut-être à l'occasion des cessions des actions, mais se pose la question d'avoir une valorisation de la société et après comment on va mettre et valoriser ce prix d'exercice des BSPCE. C'est la question, on va y revenir hein, un peu en détail parce que ça peut paraître un peu flou là tel que je l'explique de manière générale. Mais avant de rentrer dans ces éléments, déjà, si on prend un petit peu de recul sur pourquoi on met en place ce type de partage du capital, bon, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée, c'est de revenir et de recadrer un petit peu sur l'utilisation des outils, les différentes mécaniques qui existent aujourd'hui pour pouvoir intéresser en France des salariés au capital. Donc, sur la première question, pourquoi on met ça en place? Très souvent, les arguments sont une logique d'attractivité des talents,
de compétitivité, notamment justement de cette marque employeur, et de pouvoir les fidéliser et les retenir. C'est ce que tu en vois d'autres de ton côté, toi, Ilan? Non, c'est effectivement, c'est tout le sujet, en fait, le contexte, c'est que les boîtes, technologiques, lèvent des fonds, mais ont besoin d'utiliser ces fonds pour recruter des gens et pour développer finalement leur activité. C'est des activités qui sont très, capital intensive, donc en fait, pour eux, c'est assez clé de pouvoir recruter les meilleurs talents, et de préserver ce cash-là en proposant du coup, des instruments en fait, financiers, donc des options, qui vont, rendre complètement attractif finalement le fait de pouvoir, rejoindre ces entreprises. Et en même temps, pour elles, ça leur permet d'économiser un peu de cash plutôt que payer quelqu'un, je sais pas, 100K en package brut, ils vont avoir un mix entre de l'equity et un package, de salaire. C'est vraiment deux composantes assez centrales donc, dans le package qu'on offre à des salariés. Donc, à la fois le salaire, on peut avoir évidemment du variable selon si on est des commerciaux, si on est des développeurs, peut-être pas, ou peut-être que oui. Et à côté de ça, il y a donc le partage du capital. Donc, on va donner une partie de ce capital, les intéressés. Euh, et là-dessus, donc, comme tu le dis, il y a cette logique à la fois d'optimisation également pour les entreprises, quand elles ont potentiellement pas les moyens aujourd'hui de payer des prix équivalents à des grands groupes ou à des sociétés beaucoup plus matures qui offrent bah, un salaire et une rémunération peut-être plus attractive, il est question de pouvoir donc négocier et avoir cet argument de l'intéressement au capital qui, lui, permet de pouvoir contrebalancer ça et c'est cette logique d'attractivité. Euh, mais là-dessus, des fois, on peut aussi avoir le contre-coup, c'est-à-dire que euh, il y a eu quelques questions qui ont pu se poser sur, ah mais oui, d'accord, mais ça permet en fait de baisser les salaires et de donner du partage, enfin, du capital qui potentiellement ne se convertira jamais en monnaie et en cash. Et donc, en fait, on est un peu une monnaie de singe qu'on donne d'un côté et on baisse le salaire qui est concret de l'autre. Ça, qu'est-ce que tu dirais et tu répondrais à cette question? J'ai aussi ma réponse, mais je te laisse commencer. Oui, et d'ailleurs, juste pour reprendre un peu de recul, et ça permettra peut-être de répondre à la question de Clovis. Euh, En fait, ce qui est intéressant dans le mécanisme des BSPCE, c'est qu'au final, c'est un mécanisme qui est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût pour l'entreprise. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça répond vraiment à l'objectif numéro un, c'est de pouvoir attirer des talents sans pour autant avancer du cash. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte finalement du mécanisme. Et effectivement, pour le bénéficiaire, le fait d'avoir des BSPCE ne va pas déclencher en fait une imposition sur le revenu parce que en fait, on pourrait considérer qu'il y a peut-être une plus-value latente ou en tout cas une forme d'avantage consenti à un salarié. Ici, c'est pas le cas tant qu'il a des BSPCE et même en fait tant que ces actions qui sont exercées, enfin qui sont en fait Ils n'ont obtenues pas cédé. à l'issue. Voilà, Tant qu'elles sont pas tant qu'en cédées, fait, ça, il y a pas exactement, tant qu'elles sont pas cédées, d'imposition. il y a pas d'imposition dessus. Donc ça, c'est vraiment, hyper important parce que c'est pas le cas dans tous les pays. Donc c'est le cas évidemment aux États-Unis, qui sont beaucoup plus en avance sur ces sujets qu'ailleurs. Mais effectivement, c'est pas toujours automatique. Donc ici, l'exercice ne déclenche pas d'imposition. Heu c'est que à la session effectivement que, quand en fait le salarié aura le cash, issu de cet exercice qui pourra lui, vraiment, bah, du coup, qui pourra payer son impôt. Donc, quelque part, ça veut dire que si on paye des impôts, c'est plutôt heureux. Ça veut dire qu'en C'est plutôt une contrepartie, bonne nouvelle. on a réalisé un gain dans le cadre de la cession des actions donc sous-jacentes. Mais ça aussi, c'est vrai pour peut-être d'autres mécaniques, par exemple des attributions gratuites d'actions et de stock options. Mais avant de revenir justement sur ces différentes autres mécaniques, pour se concentrer, pour expliquer pourquoi les BSPCE sont l'outil privilégié des startups, juste sur la question que je posais, sur euh, oui, on va utiliser cet argument du partage du capital dans la rémunération et le package offert et proposé aux salariés, donc dans une logique d'attractivité, de compétitivité. Euh, et comme tu disais, donc et souvent pour les sociétés, ça permet de pouvoir négocier le salaire. Ok, on va te donner peut-être un peu plus de capital et on va jouer sur le salaire et inversement. Euh,
quand on est aussi dans des sociétés plus matures également, donc vous avez levé des fonds, mettons, vous êtes en série C, donc c'est-à-dire troisième, quatrième tour de financement, et que vous avez quand même des, euh, des revenus, évidemment, que vous générez via votre activité, vous avez des fonds parce que vous venez de lever. Euh, Quand on arrive à ce stade-là de maturité, on est peut-être un peu moins dans cette logique de jouer sur les deux et on doit quand même offrir des salaires qui sont des salaires de marché et qui sont compétitifs via d'autres acteurs, mais tout en jouant également quand même sur cette logique de partage du capital et d'offrir l'intéressement. C'est un C'est peu l'idée. certain, c'est certain, effectivement. En fait, en fonction de la maturité de l'entreprise, les leviers financiers seront pas les mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, quelqu'un qui rejoint en first employee une entreprise qui a potentiellement vocation à devenir une licorne, lui, en fait, son effet de levier, au bout de peut-être 5 ans ou 10 ans, sera beaucoup plus important. Mais ça, c'est toute la question de la prise de risque, finalement, Mm. des premières personnes qui vont rejoindre l'entreprise à ses débuts, versus ceux qui vont rejoindre peut-être en série C, où effectivement, les attentes de multiples à horizon IPO ou acquisition sont un peu moindres. Mais donc, du coup, effectivement, il y a forcément en fonction de cette prise de risque, du coup, moins d'intérêt à rémunérer en equity des salariés qui vont rejoindre tardivement ces entreprises versus les premiers qui vont les rejoindre. Mais c'est logique, c'est aussi lié à l'évolution de la valeur Bien sûr. intrinsèque. Mais c'est ça qui est intéressant, effectivement, enfin, en tout cas, d'éclairer. Euh, Ici ensemble, les proportions sont complètement différentes si on rejoint un projet très très jeune, comme tu l'expliques, d'un projet plus mature et qui a déjà fait des preuves de traction et qui fonctionne bien, qui a grandi, qui a 50, 100 salariés, qui a déjà levé des fonds à plusieurs reprises, qui a une valorisation quand même assez conséquente. Euh, Clairement, le risque est moindre. Et après, c'est là où il est important, à la fois pour l'entreprise de comprendre les enjeux côté salarié et inversement, côté salarié, de comprendre aussi la mécanique et la prise de risque que ce salarié pourrait prendre en rejoignant tel projet s'il est très jeune. Et donc de comprendre également que s'il y a un effort qui est fait sur le salaire et que la contrepartie est plus conséquente sur le capital qui peut être offert lors de que cette personne rejoigne l'entreprise, c'est risqué. C'est risqué parce que évidemment, ça dépend. Le sous-jacent, ce qu'on partage et ce qui est offert, c'est du capital. Et donc le capital, on est intéressé sur la croissance de valeur et donc l'évolution de la valorisation, comme tu l'expliques là, de la société. Et cette valorisation, si on rejoint le projet très jeune, donc qui est très risqué, le potentiel de valorisation et d'augmentation est beaucoup plus élevé. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances que ça vaille beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de chances que ça vaille zéro. Et ça, c'est clair statistiquement. Les projets et l'entrepreneuriat, c'est assez compliqué. Et vous le savez, hein, vous, les entrepreneurs qui nous écoutez ici, c'est évidemment, avant d'atteindre cette maturité et la réussite qui est celle de beaux projets qui arrivent à passer ces différents seuils et ces étapes, eh ben, évidemment, il y a quand même beaucoup de projets qui, eux, n'y arrivent pas. Mais c'est comme ça et c'est la dure loi de l'entrepreneuriat et de la réussite et c'est compliqué. Ça, c'était peut-être pour vraiment bien cadrer au début sur le pourquoi on va intéresser au capital, un peu les arguments, évidemment, dans le package. Maintenant, si on vient sur les mécaniques d'actionnariat salarié, parce que côté Seed Legal, on fait chaque année un baromètre sur les tendances de l'actionnariat salarié. On a le plaisir d'avoir ce value avec toi, Ilan, qui participe aussi en tant que partenaire. D'ailleurs, on le lance, hein, donc on pourra vous envoyer, vous partager ce questionnaire qui permet justement de recenser un peu les pratiques chaque année. Mais ce qui ressort généralement de ce baromètre, c'est que les BSPCE, bon, c'est peut-être pas une surprise pour grand monde, mais enfin, c'est l'outil le plus utilisé et privilégié et de loin par les entreprises tech et donc les startups, les jeunes sociétés, et pour des raisons assez simples, hein, Ilan. Parce que fiscalement, c'est hyper intéressant. Donc, ça marche très bien. Alors, déjà, ça marche pas pour tout le monde. Les BSPCE, il faut quand même le rappeler, ça marche pour les salariés et pour les dirigeants, donc les mandataires sociaux. C'est Ça les ne marche pas conditions pour les bénéficiaires, ouais. pour les bénéficiaires. Ça ne marche pas pour les freelances. Donc, ça, effectivement, on va souvent passer, comme pour des advisors qui ont pas de fonction au board ou qui n'ont pas de fonction de mandataire, par des BSA classiquement. Donc les BSA, c'est un tout petit peu différent par rapport aux les BSPCE. Juste en deux mots, les BSA, on va devoir définir un prix d'exercice comme les BSPCE, mais la différence des BSPCE, c'est que
les bénéficiaires vont devoir payer un prix de souscription. Donc, c'est le prix finalement de pouvoir avoir cette option-là, qui est en général en market practice de 10% du prix d'exercice. Donc, par exemple, j'ai un BSA qui a un prix d'exercice de 100 euros. Je vais payer 10 euros le fait de pouvoir en fait bénéficier de ce bon. Donc c'est ça la petite différence. Et donc effectivement pour les salariés et pour l'entreprise, euh, eh bien fiscalement c'est le meilleur outil pour justement intéresser tout le monde. Euh, ça c'est important. Effectivement pour revenir sur ce que tu disais avant, la stratégie d'attribution change en fonction de la maturité. Et nous, ce qu'on observe, de toute façon, on observe évidemment, c'est l'outil privilégié. Enfin, sur les 150 clients qu'on a eu l'occasion avec qui travailler en 2024, on a bien vu que ça reste vraiment l'outil phare par essence. Ensuite, effectivement, en fonction de la date de création de l'entreprise, que, effectivement, les BSPCE euh, peuvent être attribués par des entreprises qui ont moins de 15 ans d'existence. Mm. Donc, ça Ça, c'est limite les conditions effectivement. propres à la société émettrice. Donc, les sociétés, elles, doivent également remplir ces conditions. Donc moins de 15 Exactement. ans, comme tu dis, il y en a d'autres. Ouais. Moins de 15 ans, être une société anonyme, une SAS, etc., enfin, une société par action. Donc tout le reste est éliminé euh, et, euh, et est soumis donc à l'IS. Euh, donc ça limite un peu le scope, ce qui fait que en fonction de la maturité, donc déjà on voit souvent que au début, donc les boîtes vont donner des BSPCE à peu près à tous les salariés. Ensuite, ça va un peu plus se spécialiser sur peut-être le top management ou le middle management. Et ensuite, on va retrouver un peu les mêmes mécanismes qu'on trouve dans le private equity, avec des management packages et des choses un peu plus complexes du coup à mettre en œuvre. Mais donc c'est une évolution assez classique. En tout cas, les BSPCE tant qu'on reste dans cette zone d'éligibilité, ça reste l'outil vraiment phare pour les entreprises. Parce que si là, c'est hyper intéressant ce que tu viens d'expliquer, notamment sur, donc il y a les BSPCE, et ça fait partie en fait des régimes réservés, dits qualifiés. Donc ils sont réservés aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société, donc président, directeur général, si on a un mandat social. Et après, il faut avoir un CDI, mais même on est salarié quand on a un CDD, mais la logique de long terme veut, d'un point de vue assez logique, que seules les personnes avec un CDI bénéficient de cet intéressement au capital. Ou alors des personnes qui sont en CDD, qui sont ensuite confirmées en CDI, auront, etc. Euh, c'est ce régime dit qualifié là, d'actionnariat salarié. On a donc les BSPCE, on a les attributions gratuites d'actions et on a aussi les stock options. Ça, c'est les trois principales mécaniques qui existent dans ce régime qualifié. Et à côté, il y a un régime qui, lui, n'est pas qualifié, c'est-à-dire qui ne répond pas à des cadres spécifiques et qui ne sont pas réservés uniquement aux salariés ou aux mandataires sociaux, ce sont les BSA dont tu parlais. Et l'aspect intéressant et hyper euh, centrale sur cette différence, c'est que, comme tu l'as dit, les BSA doivent être achetés. Après, ils ont été utilisés dans le cadre de certains management packages dont tu parlais, notamment dans le cadre de LBO et autres, mais il y avait eu une requalification en traitement et salaire à l'occasion de la monétisation lors de ces BSA parce qu'ils avaient été attribués à des dirigeants d'entreprise. Et donc là, pourquoi ça avait été requalifié? Parce qu'il y avait ce lien, cette relation entre un mandataire social, un dirigeant qui travaille. Et donc, la question de la requalification avait été la prise de risque et aussi cette relation qui existait entre les deux. Et donc, quand c'est requalifié à ce moment-là, parce que l'outil, lui, n'est pas un des régimes qualifiés, donc ce qui réduit clairement le risque, là, ça pose des questions quand même parce que c'est pas anodin d'avoir du coup le capital, en tout cas le gain en question qui est soumis au régime du traitement et salaire donc, et pour le salarié et pour la société, on est sur des logiques enfin, et une problématique assez importante. Donc, d'un côté, on se dit les BSA, c'est vraiment pour des personnes externes et ce n'est pas à utiliser pour ni des salariés ni des mandataires sociaux. Et si on vient maintenant sur les régimes qualifiés très rapidement, donc comme tu disais, les BSPCE, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de coût attaché pour la société, mais ni même pour le salarié, parce que effectivement, comme tu l'as dit et comme Clovis nous le demandait, si il y a un exercice de BSPCE, est-ce qu'il y a une fiscalité applicable à ce moment pour le salarié? Non, c'est au moment de la vente des actions sous-jacentes. À la différence, pour le coup, des attributions gratuites d'actions qui, elles, peuvent avoir des coûts pour la société,
Pas pour le bénéficiaire, parce que là aussi, c'est Ouais. reporté au moment de la cession des actions, donc la monétisation de ce capital. Mais pour la société, il peut y avoir un coût. Dès lors que ça dépasse un certain seuil, il y a des charges patronales de 30% qui sont appliquées. Et pareil, côté stock option, c'est pas très avantageux parce que dès lors qu'on est éligible au BSPCE avec les conditions dont tu parlais, évidemment, on ne va pas utiliser les stock options parce que les stock options, la logique est la même, la mécanique est la même que pour les BSPCE, mais il y a à la fois des charges patronales applicables et également il y a 10% de contribution salariée, donc il y a un coût côté aussi salarié avec les stock options. Donc, en étant pragmatique, quand vous êtes bien conseillé, évidemment, que ce soit avec vos conseils, que c'est légal, avec SoValue, évidemment, vous n'allez pas aller utiliser donc, les stock options et les BSPCE. Les AGA, c'est peut-être un petit peu différent pour euh, certains cas un peu particuliers, parce que là, il n'y a pas de notion d'achat, de prix d'exercice, mais on va donner, c'est une promesse de donner des actions gratuitement, comme son nom l'indique. Donc, ce qui répond à une logique quand même et une spécificité en termes de mécanique euh, différente de celle des BSPCE. Que tu vois quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, c'est exactement ça. Et donc, effectivement, on aura plus tendance à avoir des agas et d'autres instruments, d'autres outils d'intéressement dans les boîtes qui ont dépassé, du coup, les 15 ans de création et qui fait qu'ils sont plus éligibles au BSPCE. Et ce qui est génial dans les C'est vrai. BSPCE, en vrai, c'est que au-delà de la limite des 10 ans, c'est-à-dire qu'en fait, un BSPCE qu'on attribué, euh, il devient caduque au bout de 10 ans. Donc ça, c'est vraiment une limite légale. Et ça, on peut pas, en fait, on pourra pas y bouger. En revanche, toutes les conditions d'attribution, ce sont des conditions qui sont purement contractuelles. Donc souvent on parle des conditions, typiquement le vesting, la fréquence en fait liée au vesting. Donc en fait, C'est le est-ce calendrier qu'on veste d'exercice, hein. voilà, Progressivement, on va avoir est-ce la qu'on veste tous possibilité les mois, tous les d'exercer. trimestres, tous les semestres? Est-ce que la période de vesting, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce qu'on met un cliff? Le cliff, c'est une période de temps pendant laquelle, en fait, il y a pas de, on veste absolument rien. Au-delà enfin, malgré la fréquence qu'on fixait je sais pas, trimestriellement. Et toutes ces conditions, en fait, elles sont vraiment contractuelles. Donc, parfois, on a juste un critère qui est lié à l'ancienneté, donc vraiment vesting sur du temps de présence dans l'entreprise. Mais parfois, on peut mettre aussi des conditions liées à la performance. Donc, soit la performance de la société en termes enfin, de Chiffre valorisation d'affaires, d'EBITDA ou des de... bidas, exactement. Et ça, ce sera très bien, sans doute, pour des late cofondateurs qui vont rejoindre le projet tardivement, mais qui ont quand même cette obligation et la capacité de faire avancer la société dans le bon sens. Donc, on va mettre des conditions de performance, mais aussi, on peut le faire pour aussi du top management, du middle management sur d'autres critères. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est hyper modulable, c'est purement contractuel, on peut faire à peu près ce qu'on veut, ensuite, la question, c'est évidemment le pricing, quoi. C'est en fait comment on définit un prix sur ces BSPCE, et c'est d'autant plus complexe quand effectivement il y a des conditions liées à la performance de l'entreprise. Mais ça, c'est un gros Bah, ça, sujet. c'est Je ne sais pas le... si c'est le moment Non, mais pour qu'on en parle. ça fait une très bonne transition, mais justement pour clôturer cette partie des différentes mécaniques d'intéressement au capital là, qu'on vient d'ouvrir. Euh, donc, les attributions gratuites d'actions, c'est intéressant, ça répond à certaines particularités, notamment, il peut y avoir un coût si ça dépasse un certain seuil. Généralement, c'est le plafond de la sécurité sociale en termes de valorisation et de montant attribué. Mais ce montant, il est toujours à définir l'année suivante de l'attribution. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'où le fait que c'est des fois un peu compliqué de pouvoir se projeter sur une valorisation, sur un coût potentiel, mais ça se fait évidemment. Et donc, il y a juste être bien accompagné et comprendre cette mécanique. Mais au-delà de ça, de cette partie plus technique et de le coût associé, c'est ce que tu as dit sur la souplesse. Les BSPCE, clairement, c'est quelque chose de contractuel, donc beaucoup plus flexible sur le vesting, la performance et autres, à la différence des attributions gratuites, elles, parce que c'est un super outil aussi, hein, encore une fois, mais ça, en termes de vesting, c'est prévu par la loi. C'est-à-dire que c'est quand même bien cadré et c'est un peu plus rigide. On peut y prévoir de la performance aussi, hein, mais c'est plus rigide que l'aspect BSPCE. Et donc, tout ça pour dire, évidemment, c'est pour ces différents points et ces différentes raisons que les BSPCE sont le plus utilisés, encore une fois.
dans Ouais, notre écosystème des boîtes tech. Mais peut-être là, pour peut-être faire pour cette rajouter, transition, vas-y. ouais, juste avant, pour ajouter là-dessus sur les conditions, il y a souvent cette question qui est hyper importante quoi, et qu'on voit souvent passer, c'est en fait, quand on quitte une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est souvent prévu de manière standard, c'est de dire que euh, on a 90 jours pour exercer ses BSPCE. Sinon, bah, ils sont perdus. Et donc, ils deviennent caducs. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce n'est pas légal au sens obligatoire, parce que ça reste, encore une fois, C'est un élément l'aspect contractuel. contractuel. Dans le règlement du plan de Exactement, BSPCE où ils sont prévus ces conditions, oui. c'est ça. Ce qui fait que on a des clients, des sociétés, même d'ailleurs reconnues, qui le font et qui le communiquent comme ça assez publiquement, comme Alan, qui en fait vont dire à leurs bénéficiaires que même s'ils quittent l'entreprise, ils vont pas avoir 90 jours pour l'exercer, ils vont avoir 10 ans, donc jusqu'à en fait à la caducité complète du bon prévu par la loi. Et c'est pour justement éviter ce phénomène où les gens ne vont jamais exercer tant qu'ils sont dans l'entreprise, parce que de toute façon, ils vont attendre un élément de liquidité, mais en même temps, ils vont sans doute jamais l'exercer, même en sortant de l'entreprise, parce que 90 jours pour rassembler peut-être des sommes qui sont assez importantes, et ben c'est un peu compliqué. Et donc Surtout là, quand on n'a pas effectivement, la c'est possibilité de ouais, revendre derrière, en fait. C'est ça, surtout comme tu viens de l'expliquer. exactement, S'il n'y a pas un acheteur en face, parce que vous le savez très bien, on le sait tous, la liquidité est centrale dans ces questions de partage du capital et elle est vraie pour tout le monde. C'est elle traite tout le monde à la même enseigne quelque part, enfin, sur la théorie. C'est-à-dire que fondateur comme investisseur comme salarié, le capital, pour le monétiser, il faut vendre les actions. Sauf si on entre en bourse, mais bon, statistiquement, il y a quand même moins de chances que ça puisse arriver. Donc, c'est ça, et si, vous, salariés, enfin les salariés exercent les BSPCE, mais qu'en face, il y a pas de possibilité de vendre les actions, bah, c'est comme s'ils mettaient une casquette investisseur. Ils se posaient la question: «Est-ce que ça vaut le coup que je mette cet argent dans la société, que j'exerce mes BSPCE, donc j'obtienne les actions par l'exercice de mes BSPCE en les achetant au prix qui avait été fixé au moment de l'attribution ou pas?» Mais comme tu viens de l'expliquer, il y a une somme, qui est à verser et si tu as pas de monétisation derrière et de liquidité, donc un acheteur, et ben, on prend le risque et cet argent, peut-être que demain, en fait, on a tout perdu. exactement. Et donc, peut-être avant de parler justement du pricing, peut-être que pour finir sur en fait le mécanisme, on peut parler de la fiscalité liée à ce mécanisme. Et je pense que c'est un gros sujet Tu veux d'ailleurs tu peut-être parlons du pricing d'abord et de la bien valorisation sûr. parce que ouais, parce que la Ah ouais, ok, fiscalité, ok, on se le ça réserve pour marche. la fin. Pour Ce la que je fin, vous propose parce que c'est un peu la cerise sur le ça gâteau marche. avec, ce qui, comment ça fonctionne, cette fiscalité. On va rentrer dans des éléments techniques. Avant d'arriver Ok. sur cette cerise, du Alors, coup, si on parle du pricing et donc en fait, le prix d'exercice fait partie de ces conditions, qui sont donc il y a, comme tu l'expliquais, il y a le vesting, calendrier d'exercice, il y a les conditions de départ, donc est-ce que c'est 90 jours? Est-ce que c'est pendant toute la durée de validité de ces bons, comme, d'autres sociétés le prévoient de manière un peu plus exceptionnelle comme Alan? Est-ce que, on a la possibilité d'exercer tout ou partie des BSPCE si on quitte la société ou on est obligé d'acheter la totalité? Toutes ces questions, ces conditions se trouvent effectivement dans le règlement du plan de BSPCE et c'est du contractuel et on va adapter performance versus, présence dans l'entreprise donc tous ces éléments sont à définir. Nous, on vous accompagne, hein, évidemment côté Cideg à mettre tout ça en place. Mais il y a bien sûr une des conditions, c'est pour ça que je faisais cette transition, mais sur ce prix d'exercice, comment il est fixé? Et comment il est fixé? c'est ça. Je te laisse nous expliquer, à la fois Alors, en généralement fait, en standard et après avec les décotes et autres. ouais, tout à fait. Alors, en fait, faut le voir déjà en trois étapes. La première étape, c'est de savoir finalement c'est quoi la valeur de l'entreprise. Et donc, du coup, euh, il y a deux choses ici comme point de départ. C'est soit on part de la valeur de l'entreprise en elle-même au global, sachant que en général, pour des entreprises qui ont levé des fonds, et en fait, on a plusieurs classes d'actions, des actions de préférence, des actions ordinaires. Euh, donc, c'est un peu pour rappeler un peu le contexte. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a deux possibilités de point de départ. Soit on prend la valeur de l'entreprise au global, soit en fait, on va prendre la valeur de l'action de préférence qui a été donc créée à l'issue d'une levée de fonds récente, de préférence évidemment. Donc, c'est deux choses. Et c'est très différent, en fait. Parce que quand on lève des fonds, par exemple, je viens de faire une série A, eh bien, je vais émettre des actions A
pour mes investisseurs de la série A. Et eux, ils vont avoir un prix de l'action, mais c'est un prix de l'action A. Et c'est pas un prix de l'action ordinaire qui va nous servir pour déterminer le prix d'exercice des BSPCE. Ce qui fait que nous, le but du jeu, c'est de trouver finalement la valeur d'une action ordinaire. Donc, le point de départ, c'est soit la valeur de l'entreprise, mais on ne connaît pas la valeur des classes d'actions, soit on prend la valeur d'une classe d'action spécifique, qui est en fait la dernière levée de fonds, enfin la dernière classe d'action émise par la société lors de la levée de fonds. Euh, et voilà. Ensuite, en fait, on va calculer donc un prix d'exercice avec deux décotes. Donc, la première décote qu'on va calculer, c'est la décote qui est liée à la présence dans le pacte d'associés de règles de liquidation préférentielle. Donc, ce sont des règles qui disent ni plus ni moins que des investisseurs vont avoir une priorité de paiement en cas d'exit par rapport à des actions ordinaires. Et donc, plus vous avez d'investisseurs, par exemple, vous êtes en série C, donc vous avez des actions C, B, A, seed, peut-être pré-seed. Donc, plus vous avez de strates en fait, d'investisseurs, plus vous allez avoir des investisseurs qui vont avoir une priorité par rapport aux ordinaires. Et donc, ça, mécaniquement, ça crée une distorsion économique parce que le risque est beaucoup plus important par les porteurs de parts d'actions ordinaires de ne pas être payés in fine que pour les dernières entrées. En fait, c'est first in, first out, ou first paid, si vous voulez. C'est vraiment le même mécanisme. Donc effectivement, nous, on va mesurer en fait dans un premier temps, finalement, cet écart de valeur entre des préférences et des ordinaires, compte tenu en fait de ces règles de liquidation préférentielle qui font peser un risque sur les porteurs de parts des actions ordinaires. Donc ça, c'est du coup la première décote. Ok, et on va utiliser donc ce qu'on appelle la méthode du pricing d'option, mais je vais pas rentrer dans le détail technique de ça aujourd'hui. Mais voilà, en gros, pour avoir un peu l'idée. Et ensuite, on va calculer une décote de liquidité et qui va s'appliquer même quand on n'a pas de liquidation préférentielle dans le pacte. Et ce sera la seule décote qui pourra s'appliquer dans ce cas-là d'ailleurs. Donc, on va rajouter une décote de liquidité pour ceux qui ont de la liquidation préférentielle dans le pacte. C'est une simple décote qui dit en gros, euh, on attribue des BSPCE à des personnes qui sont potentiellement minoritaires, qui ne pourront pas vendre parce qu'ils ont des clauses d'incessibilité. Et comme c'est des options, on est sur une analyse optionnelle, ça veut dire que la, la valorisation en fait du titre peut aussi fluctuer à la hausse comme à la baisse dans le temps. Donc si jamais j'ai des BSPCE et que je sais qu'ils seront liquides que dans X temps, et d'ailleurs liquide parce que moi j'ai du vesting, donc je ne peux pas les exercer tant que j'ai pas vesté mes actions. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une notion de temporalité sur ces titres et de contraintes juridiques liées à l'incessibilité, parfois des clauses d'agrément, parfois le fait qu'on soit minoritaire. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, on va appliquer une décote d'illiquidité. Et donc ça aussi, on va utiliser en fait du Black-Scholes, donc c'est une formule mathématique qui va définir un coût de la liquidité liée au titre. Euh, Globalement, ce que nous on a observé en tout cas en pratique, c'est que pour les entreprises qui ont de la liquidation préférentielle, on a des décotes qui varient entre, je sais pas, 45% et 60%. Ça peut être beaucoup plus ou un peu moins. Ça peut être évidemment beaucoup plus en fonction des règles de liquidation préférentielle du pacte. Et, 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 et donc, effectivement, nous, chez Value, on a fait des statistiques sur 2024 sur tous nos clients pour voir en fait quelles sont en France les règles les plus utilisées, donc les règles de liquidation préférentielle les plus utilisées et donc en fait négocier entre les investisseurs et les entrepreneurs euh, et qui vont avoir forcément une influence sur le prix d'exercice de vos BSPCE. Peut-être que c'est le bon timing pour que je vous montre rapidement Ouais, bien ce sûr. rapport. Là, sur aussi ces liquidations préférentielles, on est d'accord que c'est la négociation lorsqu'on va lever des fonds avec les investisseurs. Et donc, si on fait, que ce soit une levée de fonds en seed ou en série A, comme tu l'expliquais, euh, il y Ouais, aura donc les différents termes à négocier sur la partie notamment économique avec ces investisseurs. Et donc, ils sont dans ces droits économiques, le droit de se faire payer en premier en cas de revente. Et notamment, c'est un moyen de pouvoir se garantir et manager le risque côté investisseur, notamment si
la vente de la société a lieu dans des conditions qui sont pas suffisantes ou pas suffisamment favorables pour vendre la société à une valorisation peut-être plus élevée que celle à laquelle eux sont rentrés. D'où le fait qu'ils prévoient cette mécanique de sécurité permettant de leur côté à récupérer en premier les sommes issues de la vente de la société et récupérer donc une partie à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment la logique un peu de base hein, sur pourquoi certains investisseurs négocient cette liquidation préférentielle et qui est assez courante, voire standard, quand on fait une levée auprès de fonds d'investissement. Mais après, si on fait une levée de fonds, il faut aussi avoir en tête que c'est quelque chose qui se négocie. Donc, c'est quelque chose qui peut ne pas être prévu. Mais quand on arrive à des stades de financement avec des investisseurs institutionnels type fonds d'investissement, évidemment que c'est une des conditions à prévoir, mais d'où l'importance aussi de bien négocier ces termes, de bien être accompagné sur comment négocier et de comprendre la mécanique. Et ton rapport est assez éloquent sur ces aspects parce que, en fonction des conditions, l'impact derrière sur la valorisation des actions ordinaires aura des conséquences. Mais il ne faut pas oublier que les actions ordinaires sont également les actions détenues par les fondateurs, ces actions ordinaires. Donc il y a des éléments à avoir en tête là-dessus. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Super. Donc, je vais aller directement dans les sections qui nous intéressent pour éviter tout blabla. En fait, on va regarder plusieurs choses. Déjà, on va regarder les statistiques liées à la présence ou non de liquidation préférentielle. Et ce qu'on a observé effectivement, c'est que à partir de la série A, tout le monde a ça. En fait, de toute façon, en vrai, en seed, c'est 68% des entreprises qui en ont. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous levez des fonds enfin, vous levez des fonds avec des fonds instit, avec des fonds VC, bah, vous avez forcément ces clauses-là parce que les fonds Mmh. VC font très attention à leurs risques et surtout à pouvoir se dérisquer sur leurs investissements. Donc, c'est parfaitement logique. Donc déjà, ça veut dire que dans au moins 100% des cas, à partir de série A, on peut appliquer une décote liée du coup à ce waterfall. Et en tout cas, pour 70%, un peu moins 70% des entreprises en seed également. Donc ça, c'est une première information. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que il y a plusieurs choses qui vont impacter du coup le prix d'excès des BSPCE dans les règles de liquidation préférentielle. C'est un, les niveaux de multiples qu'on va appliquer pour les investisseurs. Donc typiquement, c'est des règles qui vont dire est-ce que un investisseur peut avoir en paiement en priorité une fois son investissement ou deux fois ou trois fois. Et ça, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on est sur des cas de participating ou non participating? Et ça, je vais vous l'expliquer après. Et la troisième chose, c'est est-ce qu'on a une règle qui dit que d'abord, avant de payer les investisseurs pour leurs préférences, on va payer tout le monde à un pourcentage de l'exit. euh, et, euh, et donc, ça peut être 0 ou 10% ou 20%, etc. Et on va voir en fait comment ça se distribue en fait de manière statistique. Ici, sur les multiples, donc ce qu'on observe quand même, c'est que la règle générale, c'est de dire que les investisseurs se font payer à un multiple de 1x par rapport à leur investissement. Donc en fait, eux, ils veulent juste se garantir d'être payés en priorité à hauteur de 1x. Donc effectivement, si on fait un exit qui est en deçà bah, de ce que eux ils ont investi, ils toucheront bah, la totalité de l'exit, parce que c'est en dessous de leur investissement. Mais si c'est à hauteur de leur investissement, ils vont toucher aussi la totalité de l'exit. Comme ça, ils seront garantis d'être payés au moins cette somme-là. Et tout ce qui est au-delà, bah, Maintenant, du ça coup, veut ce sera dire, voilà, ça veut dire 0 derrière pour ce qui reste et notamment que ce soit pour les les ordinaires. salariés, les fondateurs ou les investisseurs business angels qui ont des ordinaires, par exemple, et Ouais, c'est vrai aussi s'il y a différentes strates dont tu parlais, hein, donc les différents niveaux de préférence. Si par exemple c'est un peu enfin, tu disais, first in, first pay, c'est plutôt last in, donc c'est le dernier qui arrive et qui investit, qui est le premier payé. Donc le C, B, A et seed, par exemple. Donc si en fait le montant de l'exit te permet uniquement de payer si la liquidation préférentielle joue, est actionnée, ouais. si ça permet de payer uniquement le premier niveau donc de préférence avec les C, bah pareil, les autres, ils ont rien. Ils ont rien, Voilà. exactement. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est du waterfall pur et simple. Mais donc, en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est que des multiples supérieurs à un X, on les a vus dans 12% des cas. Donc ça arrive.
Et ça arrive souvent, en fait, pour des entreprises qui ont levé de l'argent, qui se retrouvent dans une situation financière un peu compliquée, liée soit à une crise du marché, un changement de réglementation ou enfin voilà, un moment qui est un peu compliqué, souvent en phase de bridge d'ailleurs, on le voit. Et dans ce cas-là, effectivement, les investisseurs peuvent aller, se rassurer en se mettant un multiple de 1,1, 1,5, 1,8, 1, 2, et le maximum qu'on ait vu en vrai aujourd'hui, c'est 3. Donc ça peut arriver. L'impact de ça, on le verra tout à l'heure sur le prix d'exercice, en détail. Hem, donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle du participating ou du non participating. Donc ça, c'est compliqué à expliquer, mais je vais essayer de le faire un peu simple. Donc quand, hem, quand on est en participating, en fait, ce qui se passe, dans l'exit, c'est que l'investisseur va toucher d'abord sa préférence. Donc imaginons on soit dans un cas qui soit plutôt positif pour l'entreprise. Elle a été vendue, a été bien vendue, voilà, et un investisseur a mis 1 million d'euros. L'entreprise est vendue 10 millions d'euros, heu, et on est dans un cas de participating. Donc ce qui se passe, c'est que, en participating, l'investisseur va toucher d'abord ses 1 million d'euros, OK? Tout seul. Il va rester 9 millions d'euros, du coup en solde, et ces 9 millions d'euros seront payés, à tout le monde, y compris les investisseurs, sans déduire leur premier million d'euros. Donc ça veut dire que, ils vont toucher finalement 2 fois. Une fois leur 1er million d'euros lié à l'investissement et une deuxième fois sur la répartition du solde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le participating. À l'inverse, le non participating, évidemment, les investisseurs ont le choix, soit de recevoir que leurs préférences, soit d'être payés pro rata de leurs shares, comme tous les autres actionnaires de la société, donc en l'occurrence les ordinaires. Heu, c'est vraiment un choix. Donc évidemment, si l'entreprise est vendue 10 millions d'euros et j'investis 1 million d'euros, bah, je vais dire: «Je vais renoncer à ma préférence et je vais être payé juste pro rata de tout le monde». En revanche, bah, si la société, elle est vendue, je sais pas, 2 000 000 et que j'ai que 10 du capital, bah, je vais pas renoncer à ma préférence parce qu'en fait, je vais utiliser ma préférence pour toucher, bah, au moins 50 de la valeur de l'exit et le reste sera réparti qu'entre les ordinaires. Mais en même temps, c'est mon meilleur deal dans ce cas-là. Donc on est sur du non participating ici. Voilà, c'est ça la différence. Et donc c'est très pénalisant en termes de valeur de l'action ordinaire, d'avoir du participating parce qu'en fait, vous voyez bien que ce qui va rester aux ordinaires dans une logique de participating est beaucoup moins important, que dans un cas de non participating. Ce qui fait que, en règle générale, la clause standard, ici, dans les pactes, c'est du non participating. Donc c'est vraiment le truc standard. Et quand on met du participating, encore une fois, c'est très agressif, et c'est pour pallier sans doute à une surprise de risque d'un investisseur parce qu'effectivement, il faut remettre du cash au capital et qu'ils ont pas trop le choix. Parfois, ça arrive aussi de le voir parce que des investisseurs sont peut-être un peu toxiques, une opération, et ils vont négocier un peu âprement avec les fondateurs. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même très rare. 5 des cas, c'est du participating, 95 des cas, c'est du non participating. Aux US, on a vu Carta avait fait aussi une publication sur ce sujet, ils étaient à 92 et 8. Donc on est vraiment dans ces ordres de grandeur. C'est voilà. Ça vaut mieux Heu, avoir l'argument pour négocier, c'est d'avoir ce type de chiffres, hein. C'est pour ça que je vous ai mis aussi le lien pour télécharger le rapport, dans le chat, pour info. Merci, Et je te laisse, super. continuer. Ouais. Dernier élément qui va avoir, de l'impact sur la liquidation préférentielle, c'est ce qu'on appelle le carve-out. En fait, c'est finalement la première, en fait, Premier c'est la niveau. première étape de liquidation. C'est de dire, il y a un pourcentage de l'exit qu'on va distribuer d'abord à tous les associés, ordinaires, préférences, peu importe quel qu'il soit, heu on va définir un pourcentage. Donc soit en fait on dit on verse le nominal, donc la valeur nominale de chaque action à tous les actionnaires, avant de payer les préférences, soit on dit on va payer, un pourcentage, donc ça peut être, 3, 5, 10, 15, 20, on a vu 7,5 aussi parfois. Donc voilà. Et ce qu'on a observé, c'est que dans 45 des cas, on est sur une première tranche de carve-out,
à 10%. Donc, ça veut dire que en mettant 10%, c'est-à-dire que enfin, les porteurs donc les actionnaires ordinaires sont garantis, quelle que soit en fait l'issue de l'exit, sont garantis d'avoir au moins 10% de l'exit. C'est-à-dire tous les actionnaires là, au Tous les prorata de ce que actionnaires, chacun détient dans le capital, touchent, mettons, moi j'ai 5% du capital, je vais toucher 5% des 10%. Donc si c'est 10 millions d'euros la vente de la société, ce sera donc 10%, donc 1 million. Donc moi j'ai 5%, donc c'est 50 000, quoi. c'est ça, je pense. Non? C'est c'est quoi? Faut. Si, c'est 10% de Si, si, la c'est ça, c'est vente. ça. Non, je pense que c'était des calculs qui. Je sais pas, j'ai un doute. Mais ok. Bah, Mais en dix gros, pour c'est cent ça de l'idée. 10 millions, on est sur 1 million, ça on est d'accord. C'est peut-être le 50 000 qui il manque un zéro ou quoi, mais dans Peu- l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'au prorata Exactement. de ce qu'on détient en capital, on va toucher, nous, l'équivalent des 10%. Et donc, on se partage ces 10% au tout début. C'est le premier niveau, le carve-out. Exactement. Et donc, ça, on a vu que la clause la plus utilisée, c'est 10% de carve-out. Et donc, donc la seconde plus utilisée, ben, en fait, c'est de payer au nominal ou à zéro, en fait, les actionnaires ordinaires. Ce qui fait que quand on a 0 versus 10%, ben, en fait, le risque pris par les ordinaires est radicalement différent. Parce que vous avez quand même une probabilité, quand c'est zéro, ben, d'être payé zéro. Enfin, il faut être assez clair avec ça. Donc, typiquement, une entreprise qui a levé, je sais pas, 100 millions d'euros et qui s'est vendu eh ben, 100 millions d'euros. Avec une clause à 10%, on est sûr que tous les actionnaires vont toucher au moins 10 millions d'euros répartis au prorata de leurs shares. Et avec une clause à 0%, en fait, ils vont toucher zéro. Donc entre 0 et 10 millions d'euros, ben, il y a quand même une grosse différence. Donc ça, c'est une clause hyper importante et qui, pour nous, a beaucoup d'impact dans le calcul du prix d'exercice des BSPCE. OK? Juste pour vous donner du coup ces impacts-là rapidement, bon, nous, on avait fait évidemment des calculs, on avait fait l'hypothèse d'une série C donc, qui était sur un x 1x, 1x, et ici, donc non-participating, et Basé en, sur les en première standards, hein, ce tranche. que tu vois le plus en fonction des statistiques, tu Ouais, m'avais exactement. montré, ouais. Ouais, exactement. Et là, bon, là, j'ai pris un cas où ils étaient sur un paiement nominal en tranche 1 et pas à 10%. On était arrivé, donc, si le prix de la série C était à $250, on était arrivé à 97,1 $, du coup, la valeur de l'action ordinaire, donc du coup, du prix d'exercice. Donc, c'était une décote de 61%. Donc ça, c'est un calcul qui est à peu près standard, et c'est là les ordres de grandeur, en fait, Qui sur observe cette question-là. sur ces cas, ouais. Exactement. Euh, Si on s'amuse un peu à modifier cette hypothèse, donc si on passe à du participating, donc si on change, on était un non-participating, on passe à du participating, la décote, elle passe de 61% à 80%. Vous voyez? Si on passe de 1x à 2x tout en restant sur du non-participating, tout reste étant équivalent, on passe de 61% à 88,5%. Vous voyez que déjà les multiples, ils ont quand même aussi beaucoup d'impact. Et enfin, si en fait on avait finalement décidé de mettre un carve de 20%, donc c'est-à-dire qu'on va distribuer 20% de l'exit d'abord à tout le monde versus zéro, on passe de 61% de décote à 46,6%. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et si on avait pris les pires conditions de tout ce qu'on vient de voir avant, donc typiquement pas de carve, donc du nominal, un 2x de multiple et du participating, on passe de 61% à 93%. Et donc, en fait, vous voyez la différence. On était sur un prix d'exercice, un prix de l'action C à $250, et on arrive sur du coup des conditions qui sont un peu mauvaises à 15,81 $. Et là, il y a une vraie différence. Et c'est pour ça que c'est très important de bien valoriser ce prix d'exercice. On peut le faire d'ailleurs, parce que ça, on l'a pas dit. Mais dès que vous levez des fonds, le premier jour, il y a déjà un écart de valeur entre les actions de préférence et les ordinaires. Il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, en fait. En fait, dès que le fait d'avoir des clauses de liquidation préférentielle dans votre pacte, juste ce simple fait crée un écart de valeur. Donc, si vous attribuez des baies spéciaux le jour même où vous levez des fonds, bah, vous devez, en fait, à chaque fois, décoter le prix le prix d'exercice des BSPCE, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça vous donne vraiment les ordres de grandeur.
Et c'est assez important d'avoir ça en tête. Euh, Vous avez du coup effectivement ce rapport, si vous l'allez plus dans le détail, Ouais, je l'avais il y a pas de partagé souci. uniquement au Tepanelli, c'est pour ça que Caroline m'a justement dit qu'il n'y était pas dans le chat. Je viens de le remettre. Là, tout le monde l'a, en principe. Il nous reste peu de minutes, mais si ça te va et si ça vous convient, on va parler des évolutions en termes de fiscalité. Si on peut se faire un petit rappel sur la fiscalité aujourd'hui de manière très rapide, je vais le faire. Et ensuite, on va discuter des évolutions avec le projet de loi de finances. Mais aujourd'hui, la fiscalité des BSPCE, elle est relativement simple à comprendre. Elle dépend de l'ancienneté des salariés, en fonction de leur entrée dans les effectifs. Donc, tous salariés qui sont dans les effectifs depuis moins de 3 ans ont une imposition, donc déjà au moment, comme tu l'avais expliqué et rappelé Ilan, de la cession des actions sous-jacentes. Donc, c'est quand on va monétiser le capital après avoir, un, exercé les BSPCE, donc acheter les actions, et deux, après les avoir vendues. On a une plus-value qui est réalisée, et là, il y a l'impôt qui va s'appliquer sur la plus-value qui est réalisée, c'est-à-dire la plus-value. On vend une action à 100 euros, on a acheté à 10 euros, on fait une plus-value de 90, qui est égale à le prix de vente moins le prix d'achat avec le prix d'exercice, en l'occurrence la 90, et l'imposition s'applique sur cette plus-value. Quel est le montant de la plus-value? Moins de 3 ans d'ancienneté dans les effectifs, on est à 47,2 en général, c'est 30% d'impôt auquel on ajoute les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Notez que pour les plus hauts revenus, il peut y avoir plus 4% d'imposition, mais donc ce qui pourrait porter à quasi c'est plus de 50, un petit peu plus de 50% d'imposition et de prélèvements sociaux si on a moins de 3 ans d'ancienneté sur la plus-value. C'est assez élevé, on est d'accord là-dessus. Si le salarié a plus de 3 ans d'ancienneté, dans ce cas, c'est plus simple, hein, c'est la flat tax. Donc on est à 17 enfin 17,2% de prélèvements sociaux, auxquels on ajoute 12,8% de, d'impôts, et il y a toujours cette question des 4% pour les plus hauts revenus qui peut, entrer en compte. Il y a aussi toujours la possibilité de pouvoir basculer sur l'impôt, sur le revenu, si c'est plus intéressant, mais là, encore une fois, c'est une notion d'opportunité de calcul en fonction, du cas donné, du bénéficiaire. Ça, c'est le régime des BSPC aujourd'hui à date, et pour les sociétés, comme on l'a expliqué également, zéro coût, zéro impact à ce niveau, parce que on n'a qu'un impact, c'est celui de la dilution. Donc, en fonction de combien on va attribuer, combien on va réserver au capital et on attribuera combien aux salariés, c'est ça l'impact pour la société. Il n'y a pas de charge, ni de charge sociale, ni de charge patronale, ni aussi de contribution salariée à ce niveau, contrairement, encore une fois, aux stock options dont on parlait. Ça, c'est le cadre qui est le cadre existant aujourd'hui pour nos BSPCE. Mais le projet de loi de finances, dans un de ses articles, a prévu de renouveler et enfin, en tout cas, de mettre à jour le régime fiscal, mais ce qui est aussi vrai pour les autres, hein, mécanismes Ouais. d'actionnariat salarié, donc attribution gratuite d'actions, stock options notamment. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces nouveautés concernant les BSPCE et l'évolution? Ouais, exactement. Donc c'est très complexe parce que ils ont modifié les textes pour répondre surtout à un sujet de management package. Et donc ils ont englobé évidemment dans ce texte en fait l'application au BSPCE, aux AGA comme tu viens de dire, aux stock options. Mais ça veut dire que pour des entreprises enfin, de la tech qui sont vraiment dans des cas classiques, même pas de manpack, ben, en fait, ça met beaucoup plus de complexité. Et je vais expliquer en fait comment ça marche. J'ai fait un petit dessin, je vais peut-être le partager, ce sera peut-être plus simple parce que franchement, sans dessin à vous l'expliquer comme ça à voix haute, on va tous se galérer. Euh, donc ici, je sais pas si vous voyez mon écran, mais ici, il faut distinguer deux On le voit, oui. choses. Il faut distinguer entre ce qu'on appelle le gain d'exercice et le gain de session. Euh, En fait, comment ça se passe? On l'a dit, vous avez eu enfin, vous avez eu une attribution de BSPCE à un prix d'exercice donné, ok? Et on a une valeur de cession aussi de ce bon. Donc ça, c'est hyper simple. Imaginons que j'ai exercé à 10 euros, que j'ai vendu à 100. Bah, du coup, le gain total de tout ça, c'est 90. Enfin, la plus-value la plus-value, c'est 90. Hyper simple. Sauf que là, on va distinguer le régime fiscal entre ce gain d'exercice et ce gain de cession. Le gain d'exercice, c'est ni plus ni moins le cas, par exemple, où j'ai un salarié qui quitte l'entreprise et qui va exercer ses bons.
L'entreprise n'est pas rachetée, donc il n'y a pas eu de cession, il n'y a pas eu de liquidité. Il va juste conserver finalement son BSPCE et espérer du coup de pouvoir le céder un jour. C'est le Et cas dont donc, parlait Clovis, par exemple, hein, c'est ouais, peut-être ça? Ouais, exactement, OK. c'est ça. Et donc, en fait, ici, on va avoir cette distinction où lui, on va voir en fait finalement la valo, la valo en fait à la date, pardon, la valo à la date d'exercice. Donc typiquement, lui, il a exercé, je sais pas, 2 ans plus tard de son attribution à une valo qui était à 50 euros, donc le prix de son action, versus les 10 euros de son prix d'exercice, ce qui fait que son gain d'exercice est de 40 euros. Simple. Et ces 40 euros seront imposés comme avant. Donc, c'est ce que venait de dire donc, Florent. Il faut distinguer l'ancienneté, en fait, si c'était avant 3 ans ou après 3 ans. Et ici, dans mon cas, c'était d'ailleurs avant 3 ans. Donc, si c'est avant 3 ans, c'est 47,2%. Si c'était évidemment après 3 ans, ça aurait été 30% de flat tax. Donc, ça, hyper simple. Le truc compliqué, c'est le gain de cession. Pourquoi? Parce que on va distinguer deux choses. Euh, une partie qui est taxable à la flat tax, une partie qui est taxable à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif de l'impôt. Et comment on fait ça? En fait, ils ont défini euh, que par principe, ce serait de l'impôt sur le revenu, tout simplement, euh, mais qu'une partie était exonérée de cet impôt sur le revenu, mais soumis à la flat tax. Et cette partie, c'est ni plus ni moins, en fait, ce qu'ils vont appeler un ratio de performance financière, qui est en fait 3 fois, en- c'est 3 fois le ratio entre la valeur de la société à la date de cession de la société, sur le ratio, enfin sur la valeur de la société à la date d'exercice. Et ce ratio, en fait, permet de dire, en gros, ce qui est taxable à 30% versus ce qui reste taxable à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif de l'impôt. OK? Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus agressif parce que les gens, au lieu de payer 30% de flat tax sur l'intégralité du gain de cession, s'ils sont restés au moins 3 ans dans l'entreprise, ils vont payer de l'impôt, potentiellement soumis à des tranches d'imposition au taux marginal de 45%, si évidemment ils font une super opération. Et donc ça veut dire que mécaniquement, ils peuvent aller beaucoup plus loin sur finalement la taxation de cette plus-value, parce que va se rajouter en plus à ça la contribution en fait euh, salariale de 10%, plus euh, plus qu'on appelle du coup maintenant la contribution exceptionnelle des hauts revenus, qui peut atteindre 4%. Donc, on peut arriver sur des taux en fait d'imposition enfin, cumulés avec tous les prélèvements sociaux et ces contributions-là à hauteur de 75%. Donc, c'est assez agressif. Euh, donc voilà, c'est quand même une nouveauté. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement pour les entreprises? Et c'est ça qui est compliqué. C'est que on se rend bien compte que dans ce nouveau système, la fiscalité va dépendre finalement de la valeur de l'entreprise à la date d'exercice du bon. Donc ça veut dire que si vous avez des salariés qui vont exercer leur, leur BSPCE en fait tous les ans, bah, vous serez obligé, vous, entreprise, de leur communiquer la valeur de votre entreprise à tous les ans. Et ça, c'est complexe parce qu'effectivement, vous n'avez pas forcément envie. Même si dans la grande majorité des cas, les salariés vont exercer qu'en cas de liquidité, il arrive néanmoins qu'on ait des gens qui exercent avant. Ça, c'est un point aussi important à mentionner, c'est-à-dire que dès lors que, en fait, quelles sont les obligations de déclaration de vous en tant que société quand vous attribuez des BSPCE? Au début, c'est les décisions des associés, donc ça relève de l'assemblée générale extraordinaire. Il y a évidemment le comité stratégique si vous avez un board qui doit se prononcer au préalable, si ça fait partie des éléments et des décisions stratégiques qui sont présentes dans votre pacte d'associés. Donc toute cette partie, c'est la partie corporate, mais il n'y a pas de déclaration à faire auprès de l'administration, que ce soit l'URSSAF ou que ce soit le service des impôts dont relève la société. Donc à quel moment il y a des déclarations et des éléments à faire? C'est au moment de l'exercice, justement. Dès lors qu'un salarié exerce ses BSPCE, là, il y a une déclaration qui doit être réalisée également à l'occasion de la déclaration sociale
donc la DNC ou DSN, DSN plutôt. Et donc ça, généralement, c'est fait avec soit votre expert comptable, la personne qui gère ces aspects, généralement, ce sont les experts comptables. Mais il y a également des informations à transmettre à l'occasion de cet exercice et c'est typiquement là ce que tu viens d'expliquer, Ilan, c'est-à-dire que comment on va communiquer, quelle valorisation on va communiquer à l'occasion de ce moment et de l'exercice. Là, maintenant, avec ce nouveau régime, a priori, hein, on va voir, aussi les décrets d'application qui ne sont pas sortis. Il y a d'autres éléments, des explications. Il y a les fiscalistes, la doctrine qui se pose et qui essayent de démêler un petit peu, OK, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en place clairement pour essayer tout simplement d'y voir plus clair. Heu, mais ces éléments, oui, est-ce que derrière, ça demande de faire un exercice de valorisation lors de l'exercice, des BSPCE comme, le demande Mélanie? Donc il ne sera pas taxé évidemment à la sortie, là, au moment de l'exercice plutôt. Il sera toujours taxé au moment de la vente des actions. Donc ça a pas vocation à changer, sauf s'il y a des nouveautés qui viendraient, mais non, ça, le principe et tant mieux. Heureusement, on n'est pas dans ce niveau d'agressivité d'un point de vue fiscalité parce que on taxerait quelque chose qui n'est pas liquide et l'idée, c'est quand même de taxer au moment où il y a de la monétisation, où c'est, transformé en cash, clairement, sonnant et trébuchant. Donc là-dessus, ça remet un peu et rebat les cartes clairement sur les mécaniques des BSPCE, la manière dont on avait vocation à procéder et les enjeux aussi pour vos salariés qui seront bénéficiaires, notamment sur ces questions de valorisation et de fixation de ce prix d'exercice des BSPCE, d'où l'importance, comme tu l'as dit Ilan, hein, d'être au clair là-dessus, de savoir comment se positionner, quel prix, quel est l'impact en termes de montant et derrière ce qui pourrait, heu, découler en cas de cession pour les salariés et après de votre côté évidemment de pouvoir être en mesure d'expliquer comment fonctionne. Parce qu'avant ça avait le mérite d'être simple, c'était binaire, hein, c'était soit 47,2, hors, cas des taxations pour les plus hauts revenus, hein, mais soit 47,2 soit 30 avec la flat tax et c'est tout. Donc au moins c'était assez lisible. Là, on Ouais, voit et on comprend ce que tu nous as expliqué, Ilan, c'est quand même un niveau de complexité un peu plus élevé, ce qui est peut-être un peu malheureux. On comprend l'enjeu, hein, de vouloir quand même aller chercher, de l'argent et des impôts là où il peut y avoir de la monétisation. Étant précisé également un point peut-être intéressant, c'est également les BSPCE sont exclus, du régime d'apport-cession. Et donc ça aussi, c'était un des éléments. Ça a été clairement aussi, prévu que tout aussi, BSPCE, ouais. toute action issue des BSPCE sont inéligibles au, plan épargne action, PEA. Hem et donc ça, c'est aussi des clarifications. Il y avait un petit peu des questions qui pouvaient se poser, mais là, ça a été tranché. Donc typiquement, apport cession, non. PEA, non. Bon, ça, c'est moins étonnant PEA que peut-être côté apport cession, où ça permet pas d'optimiser tellement le capital qu'on peut, en tout cas l'argent qu'on peut toucher grâce à la cession des actions issues de ces BSPCE. Donc c'est quand même un beau tour de vis, qui a été réalisé ici avec ce projet de loi de finances. On a des éclaircissements qui sont les bienvenus et à venir, on l'espère, que ce soit dans la doctrine fiscale, dans le bulletin officiel des finances publiques, le BOFIP. Affaire à suivre, je dirais, Ilan, qu'est-ce que tu en Ouais, penses? exactement. Et alors, du coup, peut-être pour simplifier aussi l'explication, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ça que ça veut dire, c'est que si j'ai des BSPCE et que la société, elle est vendue et que je les exerce au même moment que la date de cession de l'entreprise, bah, au final, je suis taxé comme avant. Donc là, il y aura pas de distinguo entre le gain d'exercice et le gain de cession parce qu'au finalement, ce sera le même. Donc ça veut dire Ouais. qu'on sera Mmh. que en flat tax si on a dépassé les 3 ans et sinon à 47,2 si c'est pas le cas. Donc ça, au moins, on se sort ce problème de la tête. Le problème pour les entreprises et pour les startups, c'est le cas où on a quelqu'un qui exerce avant la session et sans événement de liquidité. Et là, c'est un peu problème parce que vous allez devoir lui donner en fait la valeur de l'entreprise à la date où il a exercé. C'est bon, voilà. Comme ça, au Et moins, ce qui c'est se assez clair. traduit dans vos obligations de déclaration dont on parlait. Vous devez remettre aux salariés un document qui précise ce que vient d'expliquer Ilan, donc la valorisation de la société à date, la plus-value latente en fait que lui a générée et qui est en Ouais, fait ce gain d'exercice. C'est ça, hein, le gain d'exercice, c'est cette plus-value latente qui est générée à ce moment T entre la différence du prix d'exercice et la valeur de la société à date de cet exercice, si il y a une différence évidemment. Heu et donc c'est ça, ce qu'il va falloir communiquer. Et ça, c'est typiquement, ça existait déjà, hein, ces déclarations enfin ces obligations déclaratives. Donc vous, le document que vous devez remettre aux salariés, qui exercent
et également après dans la DSN de pouvoir faire passer, d'autres éléments, à ce titre. On a dépassé de 5 minutes, mais donc est-ce que vous avez des questions évidemment sur tout ce dont on a pu parler? Comme vous l'avez vu, hein, vous avez pu poser vos questions au fil de l'eau, et on y rebondit. Mais je pense que oui, il y a une question qui nous vient là tout de suite. Est-ce que vous auriez de la doc écrite, un support de présentation sur ce changement lié au PLF? Non, mais c'est quelque chose qui va pouvoir venir. Ce qu'on peut transmettre, alors on n'est pas sur quelque chose, des plus, simples à lire, hein, mais évidemment, c'est l'amendement, en question. Donc ça que vous pourrez retrouver dans, heu déjà là, c'est sur Papers, il me semble, c'était le document que tu m'avais passé, Ilan, mais on peut y retrouver. Après, Après, il y a des je articles, il y a sais d'autres il y a éléments. ouais, après, je sais qu'il y a plusieurs cabinets d'avocats qui ont écrit des papiers sur le sujet, C'est les cabinets d'avocats hem, fiscalistes, hein, surtout, ouais, avocats fiscalistes, ouais. fiscalistes, ouais. Il y a aussi France Invest qui a écrit un papier sur le sujet, donc vous allez pouvoir, le voir. Nous, on est en train de préparer un simulateur pour, en fait, que les gens puissent voir, en fait, où est-ce qu'ils seront taxés, donc soit en fait, à la flat tax, soit donc en IR et comparer donc entre l'avant PLF et l'après PLF. Donc ça, on est en train de le sortir, sans doute demain et on fera un post LinkedIn sur le sujet, parce qu'il n'est pas encore prêt, mais il sera sur notre site. Donc vous allez pouvoir en fait, y accéder sur notre site directement. Donc voilà. Est-ce que donc ça va arriver, Mélanie, pour répondre à la question, mais effectivement, il y a déjà de la documentation. Heu, Si vous avez d'autres questions, je vous en prie, c'est le moment. Pour, tout ce qui est tendance, pratique, baromètre, de l'actionnariat salarié, je vous invite, à ouvrir le lien que je vous ai mis dans le chat, et ça, c'est pour répondre directement donc, à notre questionnaire, qu'on fait passer chaque année. Donc si vous êtes une entreprise, donc que vous soyez, responsable financier, responsable juridique, ou entrepreneur, CEO dans votre société, je vous invite à répondre à ce questionnaire. Ça aidera vachement à compléter les tendances, à avoir ces informations notamment sur, heu, le vesting, les prix d'exercice, ces différentes questions. Je vous laisse y jeter un coup d'œil et je vous remercie, beaucoup pour, votre participation. Je te remercie toi, Ilan, particulièrement aussi pour ton Merci à intervention et toi. tes explications. On se dit à bientôt, avec Seal Legals et SoValue pour vous accompagner. Si vous avez d'autres questions, évidemment, vous avez nos contacts, ou alors via nos sites respectifs. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci tout le monde. Salut. Merci. Bye.